Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. À 8 heures du matin, c'est pas ça. Donc, Ce soir, il y aura plus de monde. donc, j'espère qu'on va vous présenter quelque chose qui sera très discuté entre Charlie et moi concernant donc le presbylazique versus les implants multifocaux, quoi. Alors, implants multifocaux, on peut dire Prelex, hein, ça peut être aussi des implants EDOF. Et donc, on va juste commencer, je laisserai la parole après à Charlie, concernant les objectifs de la présentation. Donc on va comparer les indications de presbylazique et du Prelex, identifier les critères clés de décision, l'âge, le DPV, la métropie, la motivation, échanger sur des cas cliniques, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse discuter et savoir un peu ce que vous en pensez aussi. Alors, le panorama des techniques de correction de presbytie, nous avons les verres de lunettes, lentilles de contact, collyre à base de pilocarpine, et puis des options chirurgicales, comme le presbylazique, eximère cornéen, le Prelex, Miol ou EDOF, comme je vous le disais, ou éventuellement aussi la vieille monovision. Les patients sont de plus en plus informés et exigeants. On doit réaliser une évaluation globale, biométrique, topographique et de style de vie. Et on a une nécessité d'aligner les attentes, profil visuel et faisabilité technique. Donc ça, c'est très important de s'intéresser aux facteurs biométriques, mais aussi au comportement visuel du patient pour savoir un peu ce qui correspondrait à la meilleure option. Alors, les rappels techniques, là je vais laisser la place à Charlie pour nous parler de presbylazique, et puis après je reprendrai la parole sur le Prelex. À toi, Charlie. Oui, merci. Oui, alors, effectivement, on a, avec Gilles, que je connais depuis plusieurs années, on essayait de faire un mix de nos deux techniques. C'est vrai que moi, je suis un peu plus laser que Gilles, qui est beaucoup plus implant que moi. On discutera un petit peu dans les conclusions de ce que ça entraîne. Alors, parce que là, il y a même des ingénieurs. Voilà, pour moi, le presbylazique, presbylazique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la multifocalité et ça donne une aspéricité cornéenne. Voilà, cette multifocalité, elle est due à l'aberration sphérique négative et ça va accroître la profondeur de champ. Et je me suis aperçu avec le temps que en prolatisant la cornée, on avait également une amélioration de l'image de la qualité et qu'on avait une réactivation de l'accommodation résiduelle. Alors je me suis fait taper là-dessus, quand j'ai parlé d'accommodation qui se réactivait. Pourtant, j'ai quand même, plus que cette impression, il y a eu pas mal de sujets qui l'ont montré. Alors bon, je passe sur le bilan dont tu as parlé, hein. Nous, ce qui était important, c'était en tout cas de connaître, on utilisait beaucoup l'OCAS à un certain moment, on étudiait également l'accommodation résiduelle, et bien sûr, ce qui est important, c'est de connaître également l'indice de cataracte, pour moi, plus que l'âge d'ailleurs, du patient. Dans le presbylazique, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaie de faire encore à l'heure actuelle, c'est pratiquement de redonner une vision comparable à celle d'un jeune patient. Là, on avait fait des études avec l'œil tracé à un moment, et ça, c'était un jeune, et on s'apercevait que l'aberration sphérique négative venait compenser l'aberration positive du patient, et on se retrouvait avec une compensation de l'aberration sphérique pendant l'accommodation. Et pour moi, le presbylazique, c'est ce qu'il doit essayer de faire, c'est-à-dire donc compenser complètement l'aberration sphérique positive qui arrive avec le temps. Alors, c'est un schéma que j'ai depuis longtemps et qui montre, il n'est pas tout à fait juste, mais qui montre qu'en tout cas, si vous voyez la PSF du bas, elle est très diffuse, due à l'atteinte du cristallin et également à l'aplatissement de la cornée qui se fait avec l'âge. Souvent, on a une hypermétropie, mais on a également un aplatissement de la cornée. Et pour moi, tout ceci entraînait un arrêt quasiment de l'accommodation.
en prodatisant la cornée, comme on le voit ici, et souvent avec le presbylastique, on arrivait à avoir donc une aberration sphérique négative et donc une bien meilleure image, ici une qualité d'image, comme vous voyez en bas, avec une bien meilleure PSF. Et donc une meilleure profondeur de champ. On voit ici donc des images avec 100 profondeur de champ et avec profondeur de champ. Si je vais sur ce schéma, effectivement, fait avec mes assistants, on voit que les rayons périphériques, en tout cas en modifiant le facteur Q, les rayons périphériques, en tout cas, entraînent un shift hypermétropique, et ce shift hypermétropique, il va falloir le compenser. On a fait, nous, des propres logiciels là-dessus pour compenser ce shift hypermétropique. Alors, on voit également sur cette photo, dans le presbylastique, que c'est un post-hypermétropique presbylastique. On voit quand même un îlot central, c'est-à-dire la multifocalité que ça entraîne, et un post-myopique presbylastique. On voit également l'îlot central qui donne donc une multifocalité. Donc pour moi, c'est l'association de multifocalité et de changement d'aspéricité qui va permettre aux patients d'avoir en tout cas... Ça, c'était une de mes premières images. C'était... je ne sais pas, c'était une de mes premières images. Oui. Vous pouvez revenir à la diapo, parce qu'elle est quand même pour moi importante. Vous pouvez revenir à la diapo. Même au diaporama, ça serait bien. Voilà, oui. Oui, voilà, vous voyez. Encore une. Voilà, encore une. Et encore une, voilà. Voilà, celle-ci, bon, moi je l'avais passée, après je te laisse la parole. Je l'avais passée avec l'OCAS. Alors, je dois vous dire que, tu vois, quand on dit que c'est 2 ans simplement, c'était une des premières diapos que j'avais passées à l'époque avec l'OCAS. On voyait sur la première image que j'avais pratiquement pas une qualité d'image qui était très mauvaise, et que au bout de 10 mois, cette qualité d'image s'était nettement améliorée grâce justement à l'aberration sphérique négative que j'avais eue. Et donc, je dois dire que ça fait quand même plus de 22 ans que j'ai été opéré de presbytie, qu'aujourd'hui je vois quand même encore très bien de loin comme de près. Donc c'est en tout cas quelque chose dont on pourra discuter un petit peu sur la longueur des... Peut-être c'est à toi après de reprendre. Je crois qu'il y a tu veux que je passe après? Oui. Ouais, oui. Et donc, oui, la dernière diapo. Je suis allé en Israël à une époque. On a essayé de passer nos patients avec des IRM fonctionnels. Ça n'a pas été simple. En France, c'est absolument impossible à l'époque. Et on s'apercevait en tout cas que quand on traite des patients de presbytie, il y a de nouvelles connexions cérébrales ça a été prouvé en tout cas chez les patients qui ont été opérés de chirurgie réfractive au laser en myopie, et même en presbytie, on s'aperçoit qu'il y a davantage de connexions cérébrales. Malheureusement, j'ai essayé de faire ça en France, et ça n'a pas été trop possible, parce qu'il fallait demander les autorisations, le machin, tout le côté administratif. Mais sincèrement, on a l'impression de devenir plus jeune, parce qu'on retrouve un sens tout en gardant son accommodation, un sens qu'on ne devrait plus avoir à partir d'un certain âge. Voilà. Je crois que c'est à toi maintenant. Je crois qu'il y en a encore. Encore? Bon. Oui, excuse-moi. Oui. Alors, les techniques, je vais passer là-dessus quand même rapidement, pour sa parole quand même. Moi, la technique que j'aime bien, c'est l'équivision. C'est-à-dire faire 2 yeux quasiment semblables, on en reparlera si vous voulez. Sinon, dans le logiciel qu'on avait fait, il peut y avoir des monovisions ou dual vision, mais moi j'aime bien l'équivision, je vous en parlerai, donc je passe là-dessus quand même un peu plus rapidement. L'équivision, pour moi, est importante parce qu'on marche sur 2 pieds en même temps. Il faut qu'il y ait 2 yeux également qui marchent de la même façon. J'aime pas trop la monovision parce que ça entraîne des troubles de la vision binoculaire qu'on n'a pas du tout avec ceci. Je faisais un petit topo au tennis ces derniers temps où je montrais un petit peu ce que je faisais, et j'ai essayé un moment de me boucher un œil et de jouer avec un seul œil, même avec mon œil dominant. Et c'est très très gênant. Donc les monovisions, je ne suis pas tellement pour. Je préfère des patients qui voient un peu moins bien de loin, si tu veux, avec 2 yeux quasiment semblables, qu'un œil oui, un œil non. Je trouve que ça entraîne des troubles de la vision binoculaire qui sont pas toujours très très simples. Voilà, on avait fait, ça c'est le logiciel qu'on a fait, qui est tout à fait gratuit pour ceux qui veulent essayer de faire ce qu'on fait. Voilà. Pour moi, tu veux que je finisse là-dessus? Je continue encore? Oui. Ça, ce sont les implants. Bon, tu en parleras peut-être plus que moi. Ce que je voulais dire également, c'est que, voilà, on a fait beaucoup d'implants après des presbylasiques, parce que les implants, j'en fais quand même pas mal également. Là, on avait
entre autres, là, c'était sur le Médicontour, et vraiment, ça pose aucun problème. Quand vous avez, et je le répète encore, et sans aucun problème, la plupart du temps, quand vous avez opéré quelqu'un de presbylésique et que vous voulez mettre un implant, même multifocal après, ça pose quasiment aucun problème. Vous utilisez SRKT ou FRQ ou un autre truc, et en général, vous tombez toujours assez bien. Je dirais même que la sphéricité que vous avez peut même encore améliorer la profondeur de champ et même l'implant multifocal que vous mettez après. Et ça, je vous le dis sincèrement, parce que même après KR, vous rencontrez comme ça entre nous, mais même après KR, Béatrice Kochner me disait ça un temps, mais dis-le, parce qu'elle se retrouve, elle, avec pas mal de KR de Colin, et elle est obligée maintenant d'opérer cataracte, et ça marche pas mal du tout, même de mettre un multifocal là-dessus. Ok. Voilà, c'est à moi, je continue encore. Ouais. Alors, pour moi, bon, alors, tu diras après ce que tu veux, mais pour moi, l'âge n'est pas tellement un critère. Hein, je reconnais. Bon, je pense que ce qui est plus important, c'est de connaître l'opacité cristallinienne, l'accommodation qu'on calculait à un certain moment avec, soit avec l'OCAS, soit avec des lunettes, pour voir quelle était l'accommodation résiduelle qui est restée chez les patients. Pour moi, quand même, cette technique de presbylésique, elle est quand même moins invasive. Je dois reconnaître que tant qu'on a un cristallin qui marche pas mal, je préfère, à l'heure actuelle. Les complications, c'est quand même pas grand-chose. Une évasion épithéliale, un syndrome sec, voire au maximum une kératite lamellaire diffuse. Je pense quand même que quand on rentre dans un œil, c'est malheureusement un petit peu plus... même si on n'est pas un aussi bon chirurgien que toi, on a quand même ces problèmes d'opacité cristallinienne qui viennent avec le temps, de vitrées qui se détachent, d'œdèmes cystoïdes quand même de temps en temps, de PCO qui vont venir, il suffit d'attendre un petit peu. Alors pour moi, ce qui est quand même... si je dois finir, c'est... pour moi, ces deux techniques, elles sont de toute manière complémentaires. J'ai toujours tendance à commencer par un LASIK pour garder l'accommodation. Elles ne sont pas du tout... il ne faut pas, je pense, les opposer, mais c'est vrai que... Je crois que le problème, surtout, c'est que... autant on apprend dans un hôpital à faire des cataractes, autant on apprend moins à faire du presbylésique. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que je pense que si on savait, si on avait... Enfin, j'ai la chance d'avoir un bloc à côté, mais si on avait un bloc à côté... Le laser, c'est tellement facile, et ça permet tellement d'être conservateur que je préfère, en tout cas, pour mes patients, dans un premier temps, en tout cas, faire du presbylésique. Voilà. Oui, je continue encore. Next, ouais. C'est la tienne. Continue. Ah, il nous manque, alors c'est pas la bonne qu'on a mise. Ouais, mais c'est pas la bonne. C'est passé un truc. Alors, bon, alors on attend. Non, mais juste 2 secondes et on va le rétablir. Je vais reprendre la clé. C'est bon? Non, parce qu'il manque toute la fin de la présentation et les cas cliniques. Donc il manque l'essentiel. On ne peut pas discuter sinon. Mais tu es sûr que c'était celle-là que... Je ne sais pas, mais c'est pas grave, on va rétablir. Alors, en attendant, qui fait du presbylésique ici? En fait, toi, oui. Toi, t'en fais aussi... toi, t'as pas appris pour le moment, ou t'en fais? Oui. Oui. C'est un peu, je trouve... Oui, alors, oui. La monovision, l'avantage qu'elle a, en tout cas, quand on fait un presbylésique, c'est que les patients retrouvent tout de suite une bonne acuité visuelle, de loin comme de près. C'est surtout l'avantage, si tu veux faire passer. Par contre, moi, j'aime bien que les patients aient 2 yeux de la même façon. J'ai été adjoint à l'Enval et on a passé notre temps quand même à rééduquer la vision binoculaire. Hein. Toi aussi, on a passé notre temps avec un œil embryo. Et c'est vrai que ces derniers temps, on est allé au tennis du Parc Impérial à Nice. Et puis, je parlais de façon un peu plus simpliste de ça. Et à un moment, tu dis, tiens, je vais faire du mur, je vais voir un peu.
j'ai essayé de me brouiller un peu un œil et j'avais pratiquement plus de vision binoculaire. C'était hyper difficile de trouver la balle, même avec un œil dominant. Je trouve qu'avoir deux yeux, même moins bons, si tu veux, c'est mieux qu'avoir un œil oui, un œil non. Et d'ailleurs, ceux qui font encore du presbylastique, tu vois, j'en fais pas mal. En fait, Frédéric N. À Nancy, bon, on a fait pas mal, ne fait quasiment que de l'isovision. Moi, j'appelais de l'équivision, mais on fait que de l'équivision. Et d'ailleurs, il me faisait... J'attends quand même que Gilles puisse parler, mais ils sont deux à Nancy pratiquement à faire du presbylastique. Il a augmenté ses tarifs de façon truc. Et quand les patients viennent le voir, il dit « Ah ben non, moi c'est le prix, ça n'a pas de problème. » Il dit « Ah ben si vous voulez moins cher, alors allez voir mon il va vous faire un œil oui, un œil non. » Mais et je pense qu'à l'heure actuelle, tu vois, toi aussi Fanny, je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment arrivé avec tes implants à faire, je dirais, quasiment une même vision de loin comme de près avec une vision intermédiaire. La monovision pure, je pense qu'avec le temps, elle est... C'est bon? Écoute, je pense que Allez. je te prends le micro. Désolé pour l'interruption, mais il y a eu une inversion de diaporama. Donc on en était là après donc la partie de Charlie. Et donc on va parler maintenant de Prelex, principe et technique. Donc vous savez que c'est une extraction de cristallin clair, implantation d'une lentille multifocale ou EDOF ou accommodative, visant à restaurer une indépendance visuelle globale. Donc c'est une procédure intraoculaire avec des risques, bien sûr, comme tu l'as développé, associés. C'est plus invasif. Donc il existe des implants multifocaux avec création de foyers distincts, des implants EDOF, création d'une ligne de focalisation, et des hybrides, combinaison foyer distinct, ligne de focalisation, et bien sûr les implants multifocaux. Donc indication du Prelex, en tous les cas, au niveau généralement dans la communauté internationale, en France, parce qu'en Europe ça peut descendre, super à 55 ans, DPV plutôt présent, au moins DPV partiel, presbytie fonctionnellement gênante, amétropie associée, tous les voyants à ce moment-là sont au vert et on va donc décider de partir sur un Prelex. Alors les avantages, c'est une correction stable et définitive, il n'y aura pas de chirurgie de cataracte dans le futur. Élimine le risque donc futur de cataracte, large choix d'implants, maintenant vous avez un choix énorme, après il faudra les choisir, et là on a la solution pour pouvoir les choisir avec l'application IOL Match, applicable à toutes les amétropies et bénéfices bilatéraux immédiats. Moi le problème du presbylastique, j'en ai fait pendant 10 ans, la problématique c'est le patient qui va être gêné de loin pendant quelques mois, et qui va venir te voir, il faut lui donner des paires de lunettes pour la vision de loin, on a l'œil sec, on a ceci... C'est quand même un peu lourd à gérer. Ça peut être lourd le Prelex quand il y a des complications ou des insatisfactions au niveau de l'aléa réfractif, mais c'est quand même beaucoup plus simple dans les suites qu'un presbylastique. Oui, c'est sûr. Les limites, c'est la procédure intraoculaire avec les risques chirurgicaux, comme tu l'as dit, donc principalement le décollement de rétine et le dème maculaire, qu'on a quand même beaucoup diminué maintenant en associant, ce qui est contre-intuitif, des corticoïdes et des anti-inflammatoires. Le risque de DPV, le risque si le DPV est absent, donc ça c'est important quand même d'avoir un DPV, bien qu'on ne puisse jamais savoir s'il est total, parce que même si vous voyez à l'OCT qu'il y a un DPV total postérieur, vous n'allez pas checker la périphérie, où il faudrait faire une écho et être sûr que tout est décollé. Donc le risque persiste. Les halo-éblouissements possibles avec certains implants, la perte d'accommodation naturelle, et c'est plus ou moins irréversible, mais bon, ça c'est le côté un peu favorable, parce qu'il n'y aura pas de chirurgie de cataracte. Donc, importance de la biométrie et des aberrations, donc traiter la surface avant la biométrie, donc nous on a un process où il faut traiter, on a un traitement de surface, on a une analyse mébographique systématique, utiliser des appareils et formules de dernière génération, répéter les mesures, corriger l'astigmatisme, analyser le profil abérométrique de l'œil et de la cornée pour placer l'implant le plus adapté. Donc il y a une jungle des implants et des classifications, donc il y a de nombreux principes théoriques et design ne préjugeant pas toujours de la réalité des résultats cliniques. Donc on peut faire des monofocaux avec monovision, je suis d'accord avec toi, hein, le fait d'avoir on dit on peut aller jusqu'à moins 1,50, mais moins 1,50, le patient il est quand même un peu perturbé. Donc moi la monovision,
C'est bien souvent plutôt 0,75 maximal. Les multifocaux, diffractifs, réfractifs, les EDOF, polyfocaux déphasants, les hybrides combinant plus ou moins les deux systèmes. Alors, les classifications, on va survoler très rapidement. Hein. Vous avez donc la classification optique, ce que je viens de vous décrire, et puis vous avez les classifications ANSI, ISO, AECOS et ESCRS. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir une classification commune et une carte d'identité de l'implant. Donc dans le futur, ça serait bien de penser à ça, avec un implant qui serait donné par le modèle, avec le fabricant, le profil technologique. On utiliserait la terminologie AECOS, qui est une terminologie qui va parler du principe optique de l'implant, des effets photiques surtout ressentis par le patient, et puis une classification un peu en disant c'est un implant plutôt EDOF ou plutôt multifocal et qui corrige plus ou moins la presbytie. La dernière classification ROF, donc il y a la classification ESCRS, il faudra sans doute ajouter l'air sur la courbe qui me paraît importante. Le profil dysphotopsique aussi, pourcentage d'occurrence selon la catégorie, et ça on pourra utiliser peut-être la classification AECOS avec le glare, le starburst et les halos. Et puis ce qu'on oublie souvent, c'est l'indice pupillo-dépendance qui me paraît essentiel dans cette chirurgie. Alors, quel est le vrai besoin du patient ? Critères décisionnels clés, l'âge du patient constitue un indicateur important, mais ne doit pas être le seul critère décisionnel. Alors, on dit généralement presbylasique inférieur à 55 ans, mais toi tu le fais jusqu'à pas d'âge, si tu as un cristallin qui est clair. Voilà, exactement. Mais bon, j'ai une accommodation. Le cristallin, quand même, à partir de 45 ans, il est moins clair. Il y a une perte d'accommodation, donc c'est un cristallin pathologique. S'il accommode encore pas mal, c'est vrai que... Oui, mais passé 55 ans, il n'y a plus trop d'accommodation. Bon, ça, c'est une discussion. Le prélex, en faire à 45 ans, comme je vois quelquefois sur des fortes hypermétropies, pourquoi pas ? Si vraiment il n'y a pas d'autres solutions, lentilles, LASIK ou autre. Mais c'est un peu chaud à mon avis, parce qu'il y a le problème toujours de la rétine, de l'œdème maculaire. Donc plutôt supérieur à 55 ou des PVF réalisés. Myopie, prudence pour prélex parce qu'il y a le risque rétinien, il ne faut pas l'oublier, plus important. Hypermétrope, c'est un bon candidat pour le prélex dès 55 ans. L'astigmatisme doit être géré dans tous les cas. Donc ça, systématiquement, il faut faire un calcul pour traiter l'astigmatisme. Critères de sécurité pour le prélex, absence de DPV, risque plus élevé de DR post-opératoire, surtout chez les myopes. Confirmation pour OCT, mais comme je vous l'ai dit, là vous avez un DPV qu'on va qualifier de quasi total, partiel, en tous les cas pré-total, mais ça ne préjuge en rien des tractions périphériques qui peuvent entraîner une déchirure, un DR. Après, les facteurs critiques pour la qualité optique post-op, c'est la surface oculaire, ça c'est essentiel. Et contre-indication relative aux implants multifocaux, s'il y a une sécheresse très importante, pré-traitement obligatoire avant toute chirurgie réfractive et avant les mesures biométriques. Vous voyez ici, sur un mapping épithélial, une hyperplasie épithéliale due à une sécheresse oculaire. Donc, patient actif, motivé, réaliste, bon candidat, intégrer la personnalité, tolérance au compromis et adaptabilité, évaluer lors de l'entretien initial tout ceci, donc surtout les glaires, moi je parle beaucoup des glaires et des baisses de contraste. En gros, un EDOF, vous avez 5% de perte de contraste, vous allez avoir à peu près 10 à 15% avec un multifocal. Contre-indication aux implants diffractifs si refus catégorique des halos, ou alors vous partez sur un EDOF. Simuler également la baisse de contraste, donc avec les multifocaux. On a fait faire tout simplement un double face qu'on montre aux patients avec moins 5, moins 15. Ça, c'est très utile. On leur met le moins 15, du bon, ça ne gêne pas trop. Mais au moins, on l'a dit. Comment tu montres éventuellement des glaires où tu peux déjà leur simuler comment? Alors moi j'ai une, oui. Tu sais la vieille, quand on faisait, ça va pas nous rajeunir, dans les années 90 avec AMO,
On avait la petite plaque avec la voiture de nuit et les phares de voiture avec des halos qui étaient plus en moins importants. J'ai aussi le système Zeiss, mais bon, c'est sur l'ordinateur, c'est un peu plus complexe pour simuler, mais je leur montre la plaquette et je leur dis voilà ce que c'est que les halos la nuit pour conduire. En leur disant que dans, on va dire 90% des cas, il y a une neuroadaptation et une disparition la première année. Mais si vraiment ils disent ah non, les halos ça va pas, on voit la réaction de suite. Et on se dit, bon, on ne va pas faire. Après, donc habitude de vie, ça c'est vraiment très important, puisque nous avons tous des distances de travail différentes. Et il est primordial de comprendre comment le patient utilise sa vision. Et donc, on a développé avec Paul Dupère une application qui s'appelle IEL Match, que vous pouvez récupérer sur Google ou sur l'Apple Store. Donc IEL Match, et vous inscrire, c'est gratuit et ça permet comme ça de récupérer toutes les datas démographiques, les datas biométriques du patient, de rentrer le comportement visuel du patient, de mettre les implants avec les courbes de défocus et de permettre ainsi de discuter avec le patient de ce qu'il va avoir. Il y a des patients qui veulent voir à 33 cm, d'autres plutôt à 60, et donc les implants multifocaux qui partagent la lumière à différentes distances, vous allez pouvoir choisir. Donc, profession visuellement exigeante, prudence, besoin en conduite de nuit, distance d'utilisation de la vision, ordinateur, sédentarité ou activité sans exigence. Très important aussi l'analyse des HOA, les antécédents de chirurgie réfractive, l'analyse du Q-factor. On va le voir dans les cas cliniques, donc on va en parler après. Les formules post-LVC, surtout sur la myopie, je suis d'accord avec toi, post-hypermétropie, il n'y a pas tellement de problèmes biométriques. Donc tu disais SRKT Aegis. Moi je vous dis, abandonnez les vieilles formules. Vous oubliez, vous tapez ES-CRS, vous mettez toutes les données sur le calculateur et vous prenez la Kane. La Kane pour toutes vos chirurgies, cataracte, réfractive, etc. Mais après, vous allez utiliser la formule de Barrett-Trouka avec TK, qui est, à mon avis, la meilleure dans des calculs d'implants. On a encore un quart d'heure, pourquoi c'est pas terminé, là. Mais non, on avait dit une demi... Ah ouais, c'est plus 3 quarts d'heure. Je finis. Là, tu nous laisses 5 minutes pour les cas cliniques. Allez. C'est vrai que c'était une demi-heure, ça aurait rétréci un peu. Donc, il faut utiliser ces formules de dernière génération. Attente si des PV non faits, presbytie modérée, intervenir si gêne fonctionnelle motivation. Donc, les cas cliniques. Alors là, c'est vous qui allez parler. Premier cas clinique, une personne de 45 ans, hypermétrope, plus une 50, addition de plus 0,75, vigneron, running, biométrie topo OK, il n'y a pas de DPV, allo, dysautopsie acceptée, les HOA, vous les avez, la VB est bonne, il n'y a pas de syndrome sec. Que faites-vous? Presbylasique. Tu es d'accord? Oui, oui. Presbylasique. Oui, après, deuxième cas, 57 ans, hypermétrope, plus 2, addition de plus de 25, secrétaire, rando, tout est OK, un DPV partiel, allo, dysautopsie acceptée, les HOA, bonne qualité, il n'y a pas de syndrome sec. Que faites-vous? Alors, moi, pour ma part, c'est sûr que je fais un presbylasique là-dessus. Et moi, je fais un prélex. Et tu fais un prélex, oui, et chacun a raison. Tout à l'heure, tu disais que... Alors, d'abord, parce que le plus 2, le type voit à peu près 5-6 dixièmes, même s'il est gêné, même en vision binoculaire au départ, il va être quand même pas mal. Il garde quand même son cristallin. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les patients étaient un peu difficiles à gérer au départ, ce qui est exact. Je préfère les gérer pendant éventuellement les 6 premiers mois ou la première année et ne pas avoir de problème après au long cours, parce que c'est là où on commence à avoir les problèmes. Quand on commence à leur faire une PCO, ils ont un DPV, ils vont avoir un œdème cystoïde, une membrane, etc. Je vois des patients que j'ai opérés depuis longtemps et qui font des complications à long terme. Je préfère gérer les complications ou les inconvénients à court terme pour peut-être éviter ces complications. Les complications, tu les as à moyen terme. Ça va être quoi, comme pour le presbylasique, la sécheresse oculaire, un aléa réfractif, même très modéré. Ça peut être un tout petit astigmatisme et la personne va être gênée. Donc,
Moi, je fais des packages tout en un et donc on fait un laser gratuit parce que ce qui est important, quand vous avez ça c'est petite astuce, quand vous avez un problème avec le patient, faites des actes gratuits. Alors là, ça règle tous les problèmes. Il faut être gratuit. Donc une fois que c'est gratuit, Cathy fait passer la sécurité, la carte. Ah oui, simplement, bien sûr. Mais faire des actes gratuits, c'est le plus simple. Et les complications, tu les as au départ. Le MC, ça va être dans les premiers mois. Il n'y a que le décan de rétine que tu vas avoir a posteriori et la PCO. Mais la PCO, bon, c'est pas... Tout, c'est de l'avoir très largement à 1 an, 2 ans. Oui, bien sûr, c'est quand même, PCO, c'est quand même corps flottant, etc. Je me suis posé la question, je ne suis pas un grand rétinologue, mais je vois pas mal de patients opérés avec le temps, avec des membranes, tu vois, et je me demande si ça accentue. Tu as raison, c'est un réel problème. C'est-à-dire que dès que tu fais un DPV, tu as une réaction inflammatoire, la nature horreur du vide, et donc tu as une prolifération des cellules musculaires, et donc tu as cette membrane qui peut apparaître et qui peut être problématique en post-prélex. C'est une complication qui existe pour les gens qui n'ont pas été opérés, pour les gens qui ont été opérés, pour les gens qui ont été opérés de chirurgie classique ou de prélex. Après, ça s'opère la membrane, de mieux en mieux si réellement il y a un œdème et une baisse de vision. Mais c'est sûr, de toute façon, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Après, le cas numéro 3, 56 ans, myope de moins de 50. DPV, non, il n'y a pas de DPV. Il accepte les halodysphotopsies. Il y a un petit syndrome sec, mais pas énorme. Les HOA sont bonnes et la VB est bonne, légère exophorie. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je peux faire même une équivision presbylasique là-dessus, ou voir une monovision optimisée, puisqu'on a fait... Voilà. Alors, moi, je ne fais pas de prélex parce qu'il n'y a pas de DPV, donc je n'ai pas envie de prendre un risque et j'avance chez le myope, j'attends plutôt 60 ans, ou alors vraiment si la personne est très demandeuse, en expliquant bien le risque des décans de rétine. Et puis, pour ce type de myopie, je pars plutôt sur une monovision, voilà, donc, ou un presbylasique si on veut améliorer un peu son œil dominé. Le cas numéro 4, 51 ans, hémétrope, commandant de bord de navire, donc exigence en vision nocturne, biométrie topo OK, pas de DPV, halodysphotopsie, des HOA qui sont bonnes, la VB est OK, et un syndrome sec qui n'a pas. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, il vaut mieux temporiser là-dessus. Là, tu temporises. Sauf si la personne a envie. Alors, là, je dis, vous avez 6 mois, vous avez 6 mois, vous allez être ennuyé, vous allez voir gêné de loin à ce moment-là. OK. 2 derniers cas après, on a terminé. 58 ans, LASIK myopique, moins 3,25 en 2012. Il est myope de moins 1,75, moins 0,50. Métier, il est urgentiste, biométrie OK, DPV oui, halodysphotopsie acceptée, les HOA sont bonnes, pas de syndrome sec, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, prélex. Oui. Vous êtes OK ? Oui, tout à fait. Bon. Après, nous avons un dernier cas là, qui nous a été... Alors, conducteur de bus. Oui, conducteur de bus avec des HOA très importantes. Donc, c'est un cas à peu près similaire, 61 ans, qui a été présenté, là, qui va sortir sur le Cornell Refractive Today. Et donc, il est myope. Donc là, il y a une erreur. Myope de plus de, ça n'existe pas. Myope de moins de 2, addition de plus de 50, DPV, des halos, des cornées qui sont très aberrantes. Qu'est-ce que vous faites ? On peut faire, oui. Prélex ? Il n'y a pas de membrane. Où il y a écrit membrane ? MER-EDG, où c'est écrit KR8, conducteur de bus, biométrie. Oui, MER-EDG, ouais, c'est vrai. Membrane au niveau des 2 yeux. Mais une membrane épirétinienne, bon, elle peut être pas, peut-être complètement maculaire, elle peut être un peu périphérique. Alors on va dire que c'est une petite membrane qui gêne pas, il n'y a pas d'œdème. Moi, j'ai fait pas mal quand même post-KR, des multifocaux là-dessus. Même s'il y a une membrane ? Non, justement. Mais quand il n'y a pas de membrane. Non, qui risque d'évoluer ? Non, c'est sûr que... Non, j'avais pas pensé à... Moi, je ferai IC8
donc sur l'œil dominé, et éventuellement un EDOF à faible profondeur de champ comme l'IANS, comme ce type d'implant, pour être tranquille. On a fini. Je vous remercie pour votre attention. On a été un peu long.